Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me nomme Jason Paré et je suis très heureux de vous présenter un nouvel épisode de L'Étrange Programme, votre magazine consacré à la culture de l'étrange et de l'insolite. Au programme cette semaine, nous recevons en entrevue Guillaume Vallée, un réalisateur de courts-métrages expérimentaux. Du côté des chroniques, Sébastien Bourget revient à l'émission pour nous parler de 2 lieux hantés à Montréal. Et Élise Lucien-Henri Payne nous donne ses impressions sur La splendeur des monstres, un recueil de nouvelles signé Esther Rochon. Mais pour débuter, voici Les étranges en bref. Шар превращается в колоссальный светящийся кубок. Яркое течение все продолжается. В этом опыте оно длится необычайно долго. Portugal. Un blogueur aurait photographié rien de moins que la main de Dieu. Après l'avoir partagé sur le web, plusieurs internautes lui auraient proposé d'autres théories. Mais le Portugais reste catégorique. Ceci est bien la main de Dieu. Par curiosité, nous avons fait des recherches pour trouver une photographie du pied de Dieu, mais sans succès. Donc, si vous avez des suggestions à la maison, envoyez ça sur Facebook. Corée du Sud. Un requin retenu captif dans un aquarium aurait mangé l'un de ses congénères devant les visiteurs. Les responsables de l'aquarium affirment que le requin est bien nourri et que cette attaque serait plutôt due à une guerre de territoire. En gros, il s'entendait pas bien avec son coloc. Ça peut arriver à tout le monde. Norvège. Des scientifiques ont découvert comment les abeilles transmettaient des anticorps à leur progéniture. En effet, lorsque les abeilles apportent du pollen à la ruche, elles apportent également des bactéries. Des bactéries qui sont ingérées par la reine, qui les transforme ensuite en anticorps et qui les transmet aux œufs de ces tout-petits. Heureusement, aucun cas d'autisme n'était observé jusqu'à maintenant. États-Unis. Un puma avec des dents sur le côté de la tête a été tué par des chasseurs de l'Idaho. Cette malformation étrange serait provoquée soit par le vestige d'un jumeau mort in utero ou par une tumeur. En tout cas, ça doit être difficile de combattre le tartre et la gingivite à manger de même. Inde. Un jet de la Indian Air Force aurait abattu un ovni en forme de ballon. Les débris de l'appareil ont été récupérés par l'armée, mais on ne sait toujours pas la nature de l'objet. Vaisseau extraterrestre ou drone d'espionnage? On ne le saura peut-être jamais. Lune. Un internaute affirme avoir découvert une tour sur la Lune grâce à Google Moon. À partir des outils sur le site, il affirme même que la tour aurait 4 km de hauteur. Personnellement, je pense plus que c'est une station radio, une antenne en fait, des Sélénites. Vous savez, les habitants de la Lune là, dans le film de Georges Méliès? Ben quoi, cette explication-là en vaut bien une autre? Pour nous suivre et découvrir d'autres nouvelles insolites, devenez fan de notre page Facebook. Vous pouvez également suivre l'Étrange Programme sur Twitter ou sur tcftv.ca. Sébastien Bourget nous revient cette semaine pour sa chronique L'Étrange Montréal. Donc, bonjour Sébastien. Salut Jason, ça va? Oui, toi? Très, très bien. Alors, tu viens nous parler de 2 lieux hantés à Montréal. Absolument, et je vous avertis, chers téléspectateurs et toi Jason, cette chronique-là est absolument pas faite pour les gens sceptiques, alors je demandais à tout le monde à la maison de laisser leur conception à la porte, et on va rentrer un peu dans le monde des esprits. Donc là, on prend notre habit de crédule. Littéralement. Parfait. Et là, tu veux nous parler, pour commencer, de l'Auberge Gabriel. Mais en fait, plutôt l'Auberge Saint-Gabriel, Saint-Gabriel, qui est très, très connu, un établissement très connu dans le Vieux-Port de Montréal. Alors, reconnu depuis de très nombreuses années pour être hanté. Alors, je vais faire une espèce de petit survol de pourquoi elle est hantée, tout ça. Alors, encore une fois, on enlève les œillères et voilà ce que ça donne. Donc, selon la légende, la bâtisse appartenait à un riche marchand de fourrure plutôt malhonnête. Et par vengeance, un de ses concurrents a décidé de placer... Est-ce qu'il y a eu des marchands de fourrure honnêtes? Je suis pas encore sûr. OK, mais les registres n'en parlent pas encore. Alors, ultimement, par vengeance, un des concurrents de ce marchand-là a décidé de placer un baril de poudre noire et de le faire sauter, histoire de détruire carrément la maison ainsi que tous les stocks de fourrure qui étaient entreposés à l'intérieur. Okay. Et au moment de mettre son plan à exécution, ce que le concurrent ne savait pas, c'est qu'au grenier, il y avait une petite fille qui était en train de suivre une leçon de piano qui était donnée par son grand-père. Alors, au moment de l'explosion, la baraque a sauté, il y a eu un incendie qui s'est déclaré et les deux qui étaient au grenier sont morts des causes de l'incendie. Alors, après la reconstruction de l'auberge, les employés
de nombreux clients sont mis à expérimenter divers phénomènes plutôt étranges et paranormaux. Alors, tout partait du grenier. Alors, la nuit, quand tout était paisible, il y a des pianos et des harmoniums qui étaient entreposés au grenier, qui se mettaient à jouer tout seuls. OK. Il y a aussi beaucoup de cas de puissants courants d'air dans des pièces fermées et qui n'avaient aucune fenêtre. Et le plus intéressant là-dedans, c'est qu'il y a eu des apparitions d'une petite fille qu'on soupçonne être celle justement qui a péri, qui est apparue souvent aux différents tenanciers au fil des années, à différents clients également. Et là, les gens qui ont été témoins de ça, je sais que tu voulais qu'on reste le sceptique à la maison, mais est-ce que c'est des gens qui étaient déjà au courant de la tragédie qui avait eu lieu? Pas vraiment non plus, parce que c'est ça que j'allais dire, l'apparition de cette petite fille-là, de ce petit spectre-là, est toujours accompagnée d'une très, très forte odeur de brûlé. OK. Donc, et voilà, c'est à y croire ou non, mais en tout cas, ça suit bien la légende. Et là, elle est toujours en activité, cette auberge. Littéralement, et les manifestations n'ont pas cessé depuis. Alors, si on est chanceux, si on va là y passer une nuit ou si on va simplement luncher là-bas ou quelque chose du genre, eh bien, c'est possible qu'on tombe sur un de ces éléments-là qui constitue la légende de la hantise de cet endroit-là. Mais là, est-ce que ça nuit à la clientèle ou au contraire, ça Pas amène vraiment, plus de visiteurs? honnêtement, je pense Non? que d'après ce qu'on a su, la clientèle, dans le fond, est assez sceptique là-dessus, donc ça n'a pas nuit au chiffre d'affaires, mais c'est certain que ce chiffre d'affaires-là est un petit peu boosté par des gens qui viennent des quatre coins du monde, justement, pour faire leur petite enquête paranormale et qui demandent souvent de dormir au grenier ou quelque chose du genre, dans l'espoir de voir un de ces phénomènes-là se passer. Et comme deuxième lieu, tu veux nous parler de la maison Duggan. Absolument, Maison Duggan, qui est située sur le campus de l'université McGill. Ça, c'est assez amusant parce que cette légende-là, qui traite un peu de la Maison Duggan, c'est un petit peu notre Sleepy Hollow à nous autres. En tout cas, tu vas voir pourquoi. Tout commence par un commerçant de fourrure nommé Simon McTavish, qui est venu de l'Écosse et qui est arrivé à Montréal dans les alentours de 1775. Donc, cet homme-là, peu de temps après son arrivée, devient un homme d'affaires extrêmement prospère au Canada, un des plus prospère au Canada même, à cause de ses méthodes rigoureuses et extrêmement strictes en affaires. Alors, peu de temps après son arrivée, il épouse la fille d'un commerçant montréalais et il l'emmène vivre à Londres pendant quelques mois. Mais quelques mois après leur arrivée, l'épouse en question commence à avoir le mal du pays. Elle s'ennuie de sa terre montréalaise. Alors, son mari, qui comprend la situation, décide de lui faire un cadeau, décide, dans le fond, de lui bâtir expressément pour elle un château sur le Mont-Royal, dans lequel il irait passer une partie de l'année, histoire de satisfaire son mal du pays. Et ce château-là, c'est la maison Duggan? En fait, c'est un château qui s'est appelé le château McTavish, tout simplement, mais qui va être plus tard la maison Duggan. Vous allez voir pourquoi. Alors, par la suite, durant la construction, McTavish, qui était très assidu sous la supervision de la construction, tout ça, a pogné une pneumonie et est décédé quelques mois plus tard. Et ultimement, à cause de ça, la construction du château McTavish ne s'est jamais terminée. Mais là, c'est à partir de là que l'histoire commence à devenir le fun. Donc, le château n'a jamais été terminé, donc ils ont ordonné sa destruction. Donc, des travailleurs de nuit chargés de la démolition ont affirmé avoir vu le fantôme de McTavish les observer à partir du balcon principal de l'endroit et aussi souvent à partir du toit de la maison également. Mais encore plus le fun, bon, là, c'est... Et comment ils faisaient pour reconnaître le fantôme? Ah, bien, apparemment, c'était une entité spectrale qui avait pas mal la démarche du bonhomme McTavish en question. Mais là où ça devient intéressant, c'est que d'autres travailleurs et d'autres personnes ont affirmé avoir vu le fantôme de McTavish glisser carrément sur les flancs du Mont-Royal, pas à l'aide d'un traîneau ni d'une luge, mais avec son propre cercueil. Ça a tellement ça a tellement stimulé l'imagination qu'il y a même... Mais bien verni, ça doit bien glisser. Littéralement, tu dois atteindre 100 km/h assez facilement. Alors ça, cette petite histoire-là a tellement été appréciée qu'elle a été transformée en conte par un auteur écossais. Puis ce conte-là se propage à travers le monde. OK, c'est un conte qui est devenu important avec littéralement, le temps. qui fait partie un peu de l'ADN, un peu de Montréal et tout ça. Là, il ne reste plus de temps pour la chronique, mais en terminant, est-ce qu'il y a déjà eu des activités hostiles envers les gens dans ces lieux hantés-là, ou ça reste des apparitions, des bruits? Oui, exactement. En fait, il y a plusieurs parapsychologues et dans le médium qui ont été envoyés sur les lieux et tout ça pour voir si c'était des esprits hostiles ou non. Et ultimement, selon les témoignages et tout ça, ça n'a pas l'air de poltergeist, d'esprits frappeurs, d'incubes ou succubes, n'importe quoi. C'est plus catégorisé dans la catégorie des visiteurs. C'est tout simplement des esprits qui n'ont pas voulu quitter un endroit significatif à leurs yeux, qui se montrent de temps en temps, tout ça pour signifier leur présence et dire « je fais partie de ces lieux-là ». Alors, voilà.
Ah, d'accord. Ben, parfait. Ben, merci beaucoup, Sébastien. Ça fait très plaisir, Jason. C'est maintenant le temps de notre entrevue, notre invité de la semaine. Nous recevons le réalisateur de courts-métrages expérimentaux, Guillaume Vallée. Bonjour Guillaume. Salut. Ça va bien? Salut. Bienvenue. Merci. Donc, bienvenue sur notre plateau, Guillaume. Tu réalises des courts-métrages expérimentaux depuis au moins 8 ans. Oui. Tu es diplômé de l'Université Concordia en cinéma d'animation et titulaire d'un MFA, In Studio Art Film Production. Ouais. Et là, tu complètes en plus un doctorat en ce moment en études pratiques des arts à l'UQAM autour de la subculture montréalaise. C'est quoi ça, la subculture? C'est la subculture, c'est la sous-culture. Donc, c'est une culture qui est en marge ou alternative. Mais les sociologues utilisent beaucoup le terme subculture parce que sous-culture, ça sonne péjoratif un peu. Donc, les sociologues francophones utilisent le terme anglophone pour la définir. OK. Donc, c'est ton projet, c'est ton sujet d'étude pour ton doctorat. Exactement. J'étudie justement la scène cinématographique, musicale et multidisciplinaire sous-culturelle montréalaise. Donc, j'étudie dans le fond les contextes de diffusion puis de création des artistes au sein de ces contextes-là qui sont marginaux et alternatifs. Ah, OK. Bon, comme je dis en introduction, tu es réalisateur de courts-métrages expérimentaux. Est-ce que tu te considères plus comme un réalisateur de films expérimental ou d'art vidéo? Ou les deux? Je dirais les deux, à vrai dire. J'ai commencé ma pratique en étant très puriste au niveau de la pellicule, donc vraiment cinéma expérimental pur et dur avec travail uniquement sur pellicule filmique 16 mm, Super 8, 35 mm. Puis je voulais pas toucher à la vidéo du tout. Donc il est venu un moment où j'ai décidé de toucher à de la vidéo. Donc j'ai commencé à inclure de la vidéo, mais de la vidéo qui est plus analogique, donc tout ce qui est palpable, un peu comme le VHS, toutes les choses qui peuvent être modifiées, justement. J'aime pas travailler avec un ordinateur, donc j'essaie de modifier les signaux vidéo, modifier les lectures magnétiques, par exemple, de VHS, puis créer des œuvres qui sont plus hybrides. Donc, je travaille encore sur pellicule, mais je transfère ça dans de la vidéo analogique. Donc, puis je fais un gros mix de ça, fait que c'est plus du hybride, des œuvres hybrides. Donc, tu as besoin de toucher à des éléments physiques, là. Oui, exactement. Est-ce qu'il y a des chances qu'on te voit un jour réaliser un film traditionnel ou c'est quelque chose sur lequel tu as une sainte horreur de travailler? Oh my God, ça serait génial, mais moi j'admire beaucoup les gens qui font des films de fiction parce que moi je suis pas capable. J'aime ça quand c'est chaotique, puis j'ai jamais écrit un scénario de ma vie, donc moi c'est plus sur l'impulsion, sur la déconstruction du matériau filmique puis vidéographique. Mais ouais, j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui réalisent la fiction. J'aimerais, un jour peut-être, mais... On se le souhaite quand tu seras rendu là dans ta carrière. Donc, justement, cette démarche-là, c'est ce que tu appelles techno-artisanal. Donc, c'est jouer avec les technologies, mais d'une façon proche de l'artisanat. Exactement. C'est la théoricienne cinéma expérimentale Christa Blumlinger qui a utilisé ce terme-là dans son ouvrage Cinéma de seconde main. Elle parlait des films de Peter Tcherkassky, qui est un de mes réalisateurs autrichiens préférés. C'est quelqu'un, justement, qui travaille avec du found footage, mais avec des techniques. Justement, c'est elle qui définit son travail comme étant techno-artisanal. C'est-à-dire qu'il utilise des technologies, mais détournées. Exemple, imprimer la pellicule avec des lampes de poche ou différentes techniques alternatives. Donc, je trouve ça intéressant, ce concept-là, justement. C'est technologique, mais c'est plus do-it-yourself, un peu comme arrange-toi avec les moyens des bords, puis tu crées une technique qui est beaucoup plus artisanale, puis que tu peux réaliser chez toi pour peu de moyens. Peu de moyens, ben oui. Puis là, tu viens de parler justement de found footage. Beaucoup de tes œuvres sont tournées sans caméra. Donc, found footage qu'on pourrait traduire par film trouvé ou pellicule trouvée. Exactement. Donc, tu vas utiliser des fragments de d'autres films pour tes œuvres, comme exemple dans Yellow Ghost, c'est un film en noir et blanc d'un homme à cheval. Il y a aussi dans Soft Giraffe, où tu reprends carrément des extraits d'un chien d'Andalou de Buñuel et de Dali. Peux-tu nous expliquer pourquoi cette démarche? Est-ce qu'encore là, c'est pour sauver du temps et des moyens de prendre les images des autres? Mais le pire, c'est que c'est pas plus rapide ou moins rapide d'utiliser ça, mais je trouve qu'avec toutes les technologies qui sont désuètes, ou je trouve que la technologie au niveau de l'image en mouvement avance tellement vite, que toutes ces technologies, par exemple, pellicule, VHS, tout ça, ça devient tellement désuet rapidement que les compagnies ou les gens se débarrassent
leurs images, en fait. Puis je trouve ça intéressant, l'idée de recyclage, parce qu'il y a tellement d'images de nos jours qui sont créées. Fait que pourquoi en créer des nouvelles? J'aime mieux comme détruire une image qui existe déjà, puis me la réapproprier, puis la recontextualiser dans un nouveau Il y contexte. a comme une motivation écologique derrière ça? Oui, Recycler un peu des images? écologique au niveau de l'image, oui. Est-ce que ça cause des problèmes d'utiliser les œuvres des autres, mettons Chandalou de Buñuel ou quelque chose de genre? Oui, en théorie, ça peut causer un problème, mais souvent, quand il n'y a pas de... Quand c'est pas commercial, c'est pas moi, je fais pas ça pour faire de l'argent, évidemment. Donc souvent, quand il n'y a pas d'argent en jeu, il n'y a pas de problème. Ou à moins que c'est pas comme si je faisais un film pro-nazi puis j'utilisais du matériel de quelqu'un qui pourrait chialer. Mais moi, ce que je fais, c'est que c'est très flou au niveau des droits d'auteur, justement. Il y a un certain pourcentage de l'image que tu peux transformer pour qu'elle devienne tienne. Je sais pas trop. Moi, Ça dépend j'utilise toujours ça. aussi du lieu de diffusion. Dans les Exactement. festivals, ça va. C'est plus si, exemple, tu veux faire une vente télé, ça peut être Exactement. plus compliqué à ce moment-là. Tu sais, par exemple, de Yellow Ghost, j'ai utilisé 24 photogrammes uniquement, 24 frames pour faire ce film-là. Donc, 1 seconde de film. Exactement. Donc, puis j'ai décollé l'émulsion, je l'ai recollé, j'ai fait du tirage contact avec des sources lumineuses. Donc, je pense pas que la compagnie qui a fait ce documentaire-là dans les années 60, ça vient de documentaire sur l'Empire romain, je pense pas qu'ils reconnaissent vraiment le cavalier qui traverse l'écran. Il y a peu de chance. Non, puis un chien andalou, mais parce que c'est un des films fétiches de tous les temps. Donc, c'est un peu un hommage que je rends à ça. Puis en même temps, c'est que j'utilise seulement quelques scènes clés qui, moi, m'ont marqué. Puis je me les réapproprie avec ma propre pratique artistique. Mais ça, c'est long aussi. C'est 3 ans de travail pour un film de 7 minutes. Oui, c'est quand même un gros travail, effectivement. Bon, j'ai regardé plusieurs de tes courts-métrages, justement, en prévision de l'entrevue. Il y en avait que j'avais déjà vu, d'autres pas. Puis en regardant ça, j'ai regardé, entre autres, Les larmes d'Eros que tu as co-réalisé avec Andréane Roussel. Puis j'ai vu une certaine rupture quand même. Est-ce que tu avais fait auparavant, du moins ce que j'ai vu? C'était beaucoup moins stroboscopique au niveau de l'image. Le son aussi était beaucoup moins, disons, agressant. Oui. J'ai noté aussi d'autres différences. Il y a une voix off, pour ce que je n'avais pas vu dans tes autres œuvres avant. Donc, c'est une œuvre qui est un peu plus hypnotique, dans le sens plus calme. Oui, plus soft. Est-ce que ça vient d'Andréane, ce changement-là, ou c'était plutôt que tu en étais rendu de toute façon dans ta démarche artistique? Mais c'est plus, dans le fond, le contexte de création, c'était une résidence de création offerte par Vidéographe, une résidence de 6 semaines. Moi, j'avais appliqué avec Andréane. Donc, on avait justement, Andréane est beaucoup plus dans le cinéma de fiction, moi, je suis plus dans l'expérimental. Donc, c'était l'idée de créer un peu une symbiose entre les deux styles. Donc, c'était des compromis à faire, dans le sens qu'on a travaillé ensemble. Moi, j'ai transformé l'image, on a travaillé sur pellicule Super 8, on a utilisé des porte-à-pack, des vieilles caméras vidéo que Vidéographe a. Donc, ça, c'était les gros appareils que les gens devaient tirer derrière eux sur un chariot, là, tellement que c'était pas portatif, en fait. C'est les premières caméras vidéo, puis les signaux sont vraiment instables. Donc, c'est l'idée de travailler justement sur... Andréane, elle a amené l'idée de la narration, justement, avoir une actrice, parce que moi, je travaille pas avec des acteurs ou des actrices d'habitude. C'est compliqué. Non, moi, je prends l'image déjà faite, puis c'est tout. C'est intéressant, justement, avoir transformé une image qui était jouée par une actrice, puis aussi avoir une narration qui n'était pas en français ni en anglais, qui était en espagnol, qui était la langue maternelle de l'actrice, donc de Emma. Donc, c'est intéressant justement ce côté-là, mais c'est vraiment une collaboration. À vrai dire, c'est les deux styles. Elle aussi, ses films sont beaucoup plus contemplatifs, beaucoup plus lents. Tandis que moi, c'est un peu comme l'Apocalypse. C'était une hybridation entre vos deux styles et ça va bien, puis ça fait partie un peu de ta démarche, l'hybridation. Exactement. Faire ce genre de mélange. Vu qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, j'aimerais ça que tu nous parles aussi du film sur lequel tu travailles depuis 3 ans. Ah oui. Je me souviens pas du titre, mais peux-tu nous donner un peu plus de détails? Ah oui, c'est clair. Le film s'appelle Le Bulbe tragique. C'est un film que je fais sur 16 000 mètres depuis 3 ans. Je fais vraiment ça, comment dire, on the side, sur le côté, là, parce que de plus en plus, je fais beaucoup plus de performances audiovisuelles, de vidéo-musique que de court-métrage. Puis ça me tentait de travailler sur pellicule. Donc au fil du temps, j'ai commencé à faire beaucoup de traitements chimiques, de décomposition de pellicule, de collage, infini de couches, comme on dit, de layers sur l'image. Puis j'ai décidé justement de terminer ce film-là, de faire le montage chez Vidéographe, puis j'ai inclus la narration dans le film. D'ailleurs, j'ai approché un réalisateur qui s'appelle Al Razouti, qui est un des pionniers d'art vidéo au Canada. Dans le fond, j'ai réussi à rentrer en contact avec lui, puis lui demander de commenter les images qu'il voyait de mon film, mais en même temps d'avoir, lui, ce réalisateur-là, il était physicien avant. Je trouve ça intéressant que maintenant il fait de l'hologramme, donc c'est vraiment étrange, il y a vraiment des trucs intéressants à dire, justement, puis je lui ai dit de commenter sur certaines thématiques que je vais proposer, justement, le cinéma post-structuraliste, l'hybridation, la matérialité de l'image. Puis lui, dans le fond, il m'a envoyé un enregistrement. Dans le fond, j'ai fait un montage avec ça, puis il y a 2 musiciens montréalais, Maxime Corbeil-Perron puis Félix-Antoine Morin, qui font la musique, eux, pour le film. Donc c'est un gros projet. Vous allez pouvoir voir un extrait, dans le fond,
que je vais vous envoyer Ah d'ailleurs. oui, parfait, c'est bon. Je n'ai pas montré à personne encore. C'est un projet qui est très, très, très personnel. Donc, Puis ça serait un long métrage. Non, même pas, c'est un OK. court-métrage. OK, je pensais que j'avais compris que c'était un long. De 5 minutes, puis ça fait des années. Ça fait 3 ans que je travaille sur 5 minutes de. Et là, tu penses pouvoir le sortir cette année? Oui, d'ici un mois, il devrait être terminé. Bien, rappelle-nous le titre. C'est le bulbe tragique. Parfait, bon, on va se rappeler de ça. Cool. Donc, en terminant, est-ce que tu voudrais souligner un événement, parce que je sais que tu fais partie d'un collectif, on n'a malheureusement pas le temps trop tôt d'en parler, le groupe Index, Un c'est collectif ça? Groupe Index. Mais est-ce qu'il y a des événements qu'on doit surveiller prochainement? Oui, mais il y a le festival Hybrida Pluri, c'est un festival qu'on organise à chaque année qui permet à différents artistes de la subculture montréalaise de collaborer ensemble pour une première fois. Donc, le festival aura lieu le 21, 22, 23 avril à la galerie Eastern Bloc. Il y a aussi des projections, dont une projection de vidéographes, de Give, d'un collectif de Vienne qu'on a invité à présenter leur film. Donc, c'est vraiment un événement de performance audiovisuelle et de cinéma expérimental d'art vidéo. Parfait, ah ben, c'est un événement à pas rater. Ah, ça va être intéressant, oui, j'en ai bien hâte. Mais un gros merci d'être venu en studio. Merci à vous. De tes œuvres. Et merci. Donc, merci. C'est maintenant le temps de la pause et on revient tout de suite après pour une chronique d'Élise Lucien-Ripin sur la littérature. De retour à l'étrange programme, nous accueillons maintenant Élise Lucien-Ripin qui vient nous parler du recueil La splendeur des monstres, écrit par Esther Rochon et publié aux éditions À lire. Alors, Élise, bienvenue sur le plateau. Ben merci. Salut. Oui, allô? Donc, tu viens nous faire une chronique littérature aujourd'hui Oui, sur ce recueil de nouvelles que je viens de nommer. oui. Pour commencer, ce recueil a été... En fait, initie une nouvelle collection au sein d'Alire qui s'appelle Autrement. Autrement, Donc, oui. c'est le tout premier livre de cette collection. On peut d'ailleurs le voir. On peut le voir, là, je ne sais pas à effectivement, quelle il est juste caméra je ici. le mets. Donc, explique-nous, pour ceux qui ne connaissent pas Esther Rochon, Qui elle est. cette personne? Oui. Donc, si je te dis Michel Tremblay, tu sais de qui je parle, évidemment. Donc, Esther Rochon n'a pas passé à la postérité comme M. Tremblay, mais ils ont commencé de la même façon en 1964. Les deux ont gagné ex aequo le premier prix dans la section conte du concours des jeunes amateurs de Radio-Canada. À Radio-Canada, ben oui. Oui, donc Mme Rochon avait 16 ans. Elle a présenté L'Initiateur et les étrangers, qui est justement dans le recueil. Ah. Monsieur Tremblay, lui, en avait 21 ou 22, puis il a eu la carrière qu'on lui connaît. Dans ce temps-là, elle a été un petit peu plus en retrait, mais quand même une carrière très, très, très prolifique. Donc, c'est quelqu'un qui a gagné énormément de prix, comme là, je les ai toutes ici. Bien, presque. Prix Boréal en 86-87. Elle a reçu le Grand Prix de la science-fiction et du fantastique québécois, que vous connaissez peut-être aussi comme Oui. étant le prix Jacques Brossard. Donc, elle les a eu en 86, 87, 91, 2000, 8 nominations Aurora et Hommage visionnaire en 2015. Malheureusement, mais c'est parce qu'elle a gagné plein de prix, mais malheureusement, les auteurs de littérature de genre au Québec ne sont pas nécessairement très connus Non. aux yeux du grand public, à moins qu'on s'appelle Patrick Sénécal, exemple. C'est pas mal le seul, oui. Oui, c'est ça. Donc, mais on voit que c'est quelqu'un qui est important dans le domaine depuis longtemps. Oui, puis qui a fait plein... En tout cas, c'est vraiment quelqu'un de fascinant parce que c'est une fervente bouddhiste. Oui, Et c'est aussi quelqu'un qui a fait des études supérieures en mathématiques. oui, oui. Donc, c'est quand même le profil, tu sais, genre, tu penses auteur de science-fiction, là, ça tombe comme... Plusieurs cordes à son arc. Hein, Oui, ça. oui, oui. Donc, c'est pas surprenant quand même que c'est elle qui ait pris pour inaugurer la nouvelle collection. Et là, ce recueil a été publié suite à justement un autre prix qu'elle a reçu, un prix hommage. Je crois que justement, c'est l'hommage visionnaire en 2015. C'est ça, Ouais. c'est suite à ce prix-là qu'ils ont publié le recueil. Et est-ce que les nouvelles qui sont dans le recueil, il y en a 8 au total, est-ce que ça flirte encore avec le réalisme magique, ce qu'on retrouve souvent dans ces romans ou avec d'autres genres littéraires? Donc, tu as plusieurs genres dans ces nouvelles. Il y en a seulement 8, mais science-fiction, fantastique, mais aussi beaucoup de contes philosophiques. OK. Donc, justement, des contes, des trucs qui sont très spirituels, qui vont beaucoup se dérouler dans le passé. Dans certains cas, d'une forme plus convenue. Donc, c'est le cas avec L'Initiateur et les étrangers, le texte de 1964. Évidemment, elle était toute jeune, donc tu vois que ça suit les conventions du genre. Mais je dirais beaucoup, le conte philosophique, c'est ce qui m'est... Puis des nouvelles plus éclatées par la suite?
qui respectent moins les règles. Oui, mais tu sais, c'est ça, l'initiateur et les étrangers, pardon, c'est quand même un petit peu éclaté, mais oui, ça reste justement du domaine du contenu. Là, plus ça va, puis plus on flirte, on sort, puis on va avec des trucs vraiment plus bizarres, plus étranges. Quel est le public ciblé par ce genre de récit-là qui a l'air hyper éclectique? C'est vraiment une bonne question. Parce que dans certains cas, je ne me sentais pas comme étant le public désigné. Okay. Parce que, bon, pour Esther Rochon, Alire a développé le terme de zen fiction. Donc, on a vraiment une écriture qui est très limpide. On s'éloigne de la science-fiction parce qu'on est loin du texte de science-fiction. Tu as une grosse chute à la fin, puis il n'y a pas souvent des intrigues. J'ai pas lu, il n'y a pas une nouvelle là-dedans que j'ai lu que j'étais sur le bord de mon siège, je me demandais qu'est-ce qui allait se passer. Tu le sais pas mal dès le départ. Justement, bon, parfois, c'était un petit peu trop zen à mon goût. Et il y a beaucoup d'enseignements bouddhistes ou bouddhiques, là encore, je suis pas sûre de comment dire, mais qui se retrouvent dans le texte. Et si t'es pas familier avec ça, bien, ça va se perdre. Heureusement, nous autres, on a des textes de présentation dans ce recueil-là, donc avant chaque nouvelle. Et là, elle va nous dire l'identité des monstres, parce que c'est la thématique principale. Oui, c'est ça, c'est le thème des monstres, la différence, en fait. Puis s'il y a une référence bouddhiste, c'est oui, laquelle, et elle va nous faire un petit topo. Mais si, justement, sans cette présentation-là, si t'es pas familier avec ce dogme-là, ben tu vas la perdre probablement, la référence. Moi, je suis surtout habitué à ces romans, puis effectivement, il y a un côté spirituel, tout ça autour, mais je croyais pas que c'était aussi hermétique que ce que tu sembles me dire par rapport aux nouvelles. Ouais, oui, ok, peut-être que je le présente un petit peu de manière plus négative que je le voudrais. Là, ça reste, c'est pas péjoratif parce que justement, elle va jamais aller directement, elle va incorporer des enseignements, mais elle va pas te faire la leçon ou elle va pas non plus aller dans des trucs trop deep. Là, mais justement, tu as tout cet aspect-là spirituel qui est très, très, très important, qui est vraiment au cœur du récit. Et là, sur les 8 nouvelles, il y a 7 rééditions et il y a une nouvelle qui est toute nouvelle, en fait, qui n'a jamais été publiée ailleurs. As-tu des préférences ou à l'inverse, est-ce qu'il y a des nouvelles qui t'ont déplu? Bien là, il y en a 8. On manque de temps un petit peu, fait que je vais peut-être y aller avec mes deux préférés. Un coup de cœur, puis un coup de cœur. Un coup de cœur. Je peux-tu faire 2 coups de cœur? 2 coups de cœur. Chacun 2 coups de cœur. Puis on parlera pas des nouvelles que t'aimes pas. Une nouvelle que j'aime pas. Oui, c'est ça. Ceux-là, c'est toujours un petit peu plus touché. En fait, le recueil s'ouvre et se referme avec mes 2 nouvelles préférées. OK. Donc, la vie est bien faite. La première que j'ai vraiment beaucoup aimée, c'était L'Étoile de mer. C'est une nouvelle de 1974. C'est 5 jeunes qui s'en vont passer leurs vacances d'été, en tout cas 2 semaines dans un chalet. Puis on comprend qu'il y a eu une espèce de guerre qui a séparé le nord et le sud. On se trouve au sud et un personnage qui vient du nord. Okay. Et c'est quelque chose d'un peu tabou. Puis, éventuellement, il y a cette espèce de fossé qui se creuse avec entre les personnages. Et celui qui vient du nord va se replier sur lui-même et vraiment renouer avec ses racines et se transformer en étoile de mer et regagner la mer. Donc, c'était un très beau texte. C'est très, très conte, là encore. Puis l'autre nouvelle, rapidement? Ah, on manque de temps. Oui. Ah, OK. Bon, l'autre nouvelle, c'est celle-là qui est érotique un petit peu. Alors, ouais, mais érotique, mais c'est spécial. Ça s'appelle Le Coquillage. Celle-là, elle a été faite en... Étoile de mer et coquillage, on voit déjà des... Oui, il y a une thématique, hein? Ben oui. En 87. Donc là, on se retrouve avec un personnage qui tombe amoureux d'une créature qui vit dans un coquillage géant, qui est un nautile, qui a une espèce de limace à tentacules. Et il développe une espèce de relation de codépendance. Donc, ce personnage-là va aller s'installer dans le coquillage et vraiment développer une relation sexuelle, amoureuse avec le nautile, jusqu'à devenir, dans le fond, c'est une espèce de frontière entre sexe et mort, entre laideur et beauté. Donc, il devient de plus en plus malade, de plus en plus obèse. C'est le nautile qui le nourrit, qui l'aide à... Mais il est heureux. Parce qu'il est avec son heureux amour. parce qu'il est avec son amour. C'est ça. C'est oui. beau. Ben, c'est bon. Ben, on rappelle le titre du recueil, Le Splendeur des monstres, de Esther Rochon, aux éditions à lire. Alors, un gros merci, Élise, pour ta présence aujourd'hui. Et c'est tout. C'est ce qui met fin à notre émission, en fait, pour aujourd'hui. Alors, on se revoit la semaine prochaine. Bonne soirée, tout le monde. You have to tell me what to do.